Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à votre émission Santé pour tous. Le présent numéro de l'émission Santé pour tous se propose d'échanger avec un médecin sur l'ulcère gastro-duodénal, une maladie qui touche entre 5 à 10% d'individus aux États-Unis et 2% en Europe. Cependant, en Afrique, les données sont parcellaires et variables selon les séries, car elle n'atteint pas les populations de façon uniforme. En effet, certains pays ou régions apparaissent plus fortement touchés que d'autres. Un spécialiste des maladies de l'estomac a estimé la prévalence de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale à 15,53% en Afrique. La situation se traduit par l'indisponibilité des moyens adéquats de diagnostic d'autre part. Cependant, des publications récentes de plus en plus nombreuses, surtout depuis l'introduction de l'endoscopie sur le continent au début des années 80, montrent que cette maladie occupe une place non négligeable dans la pathologie du noir africain. L'ulcère gastrique représente de nos jours un problème de santé par les coûts qu'il engendre, des coûts liés aux consultations fréquentes, aux explorations et aux traitements, sans oublier des coûts indirects liés aux arrêts de travail. En effet, au cours de cette émission, un spécialiste va apporter des précisions sur cette maladie qu'est l'ulcère gastrique duodénal. Pour en parler, nous avons comme invité le docteur Rodrigue Salou. Le docteur Rodrigue Salou est médecin hépato-gastro-entérologue au CHU de Tenganro. Avec lui, nous allons échanger sur ce qui provoque cette maladie, ses manifestations, les conséquences, les solutions pour l'éviter ou faire face à la survenue des crises. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à présent, nous allons à la partie de notre émission consacrée à la rubrique Entretien qui va nous permettre de nous entretenir avec le docteur Rodrigue Salou sur la thématique du jour à travers des questions-réponses. Bienvenue, docteur. Merci bien. Docteur Rodrigue Salou, qu'est-ce que c'est que l'ulcère gastrique? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire merci et de me contacter pour qu'on parle de cette maladie. Quand on dit ulcère gastrique ou ulcère duodénal, sachez que c'est une plaie. C'est une plaie qui est profonde, qui se développe au dépend de la muqueuse de l'estomac. Là, on dit ulcère gastrique. Si cette plaie est développée au dépend du duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle, qui fait suite à l'estomac, on parle d'ulcère duodénal. Vous avez parlé d'ulcère gastrique, mais également d'ulcère duodénal. Est-ce que la même chose ou encore y a-t-il une différence? Ensuite, vous avez parlé de plaies. Est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait plusieurs plaies ou encore une seule plaie? Et en ce moment, est-ce qu'il arrive des moments où on parle d'ulcère gastrique ou encore des ulcères gastriques? Comme je l'ai dit tantôt, quand on dit ulcère, c'est une plaie qui est profonde. Maintenant, alors, c'est vrai que quand cette plaie est développée au niveau de l'estomac, il y a quand même une différence par rapport à la plaie qui est développée au niveau du duodénum. Ça, c'est si on veut parler des complications. Voilà. Mais il nous arrive d'avoir des plaies qui sont situées au niveau de l'estomac et au niveau du duodénum. On peut avoir plusieurs plaies qui peuvent se situer au niveau de ces endroits-là. Mais les traitements sont à peu près les mêmes. Donc, peut-être qu'on en parlera par la suite. Docteur Rodrigue Salou, à quel moment est-ce qu'on peut parler d'ulcère? Il faut savoir que l'ulcère gastrique se manifeste essentiellement par la douleur. Alors, c'est une douleur à type de crampe, mais certaines personnes vont décrire cette douleur comme
une sensation de brûlure. En fait, c'est une douleur qui peut être calmée par la prise de repas, qui peut être calmée par la prise de pansement. Hein. Donc, en fait, les symptômes majeurs, c'est la douleur. Mais on peut retrouver d'autres symptômes, c'est-à-dire d'autres signes en cas de complications. Il peut y avoir des vomissements sanglants, hein, il peut y avoir un amaigrissement, il peut y avoir des nausées, il peut y avoir des rots, mais sachez que les symptômes majeurs, le signe majeur, c'est surtout la douleur. Cette douleur est décrite comme une douleur à type de crampe, de lourdeur, et cette douleur se situe au niveau de l'épigastre. L'épigastre, c'est la partie haute de l'estomac, entre le sternum et l'ombilic. Mais c'est une douleur qui peut aussi irradier, c'est-à-dire aller vers le dos. C'est une douleur qui est surtout calmée par la prise de repas. Il peut se situer en milieu de journée ou pendant la nuit, surtout la deuxième moitié de la nuit. Cette maladie, il y en a qui la qualifient de maladie de blanc. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Sachez que l'ulcère gastro-duodénal touche tout le monde, peut toucher tout le monde, le blanc comme le noir. Il peut toucher la personne riche comme il peut toucher la personne moins riche. Ce qui est sûr dans notre pratique quotidienne, et nous faisons le diagnostic, c'est pratiquement tout le monde. Tous ceux qui viennent, surtout à travers la fibroscopie digestive haute que nous réalisons, nous tombons sur des ulcères et donc la race n'y est pas que pour quelque chose. Docteur, vous l'avez dit, tout le monde peut être touché donc, par cette maladie, mais est-ce qu'il y a des tranches d'âge? Je veux dire des personnes du 3e âge, des enfants, de même que le sexe. Est-ce qu'il y a plus de femmes qui sont touchées? Il y a plus d'hommes, il y a plus de personnes du 3e âge. Alors, est-ce qu'il y a une classification qui pourrait être faite? Sachez que quand on parle d'ulcère duodénal, cet ulcère est surtout retrouvé chez la personne se situant entre 40 ans à 50 ans. Maintenant, l'ulcère gastrique est surtout rencontré chez la personne âgée. Cela tient du fait que chez la personne âgée, il y a une certaine fragilité plus accentuée de la muqueuse gastrique et également d'autres facteurs comme la prise de certains médicaments qui sont gastrotoxiques pour soigner des problèmes de rhumatisme et autres pathologies. Et surtout les pathologies cardiaques, vous savez, l'utilisation de l'aspirine dans les maladies cardiovasculaires sont également une cause, surtout des ulcères gastriques rencontrés, surtout chez la personne âgée. Mais chez l'enfant, on en trouve, c'est vrai, mais c'est un peu moindre. Chez l'enfant, c'est un peu rare. Voilà. Par rapport au sexe, il y a une prédisposition masculine. Il y a une prédisposition masculine. Cela pourrait peut-être s'expliquer par certaines habitudes comme le tabagisme, surtout dans nos régions rencontrées chez l'homme, plus chez l'homme que chez la femme. L'alcool également qui est aussi incriminé comme facteur favorisant. Vous venez d'aborder donc les causes qui sont dues à cette maladie. Est-ce que cette maladie, elle pourrait être héréditaire? Ensuite, est-ce une maladie bénigne, une maladie maligne? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport donc, à cela? Ensuite, est-ce qu'elle est chronique? Oui, j'ai rebondi sur cette question. C'est une maladie chronique, voilà, il évolue longtemps dans le temps. C'est une maladie aussi, effectivement, qui est héréditaire parce qu'on a remarqué que dans certaines familles, on voit plus d'ulcérés que d'autres. Voilà. Alors, par rapport aux causes, la principale cause actuellement décrite, identifiée, c'est les causes infectieuses. Sachez qu'il y a un germe, une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, qui est retrouvée dans au moins 80% des ulcères duodénaux plutôt, et dans 70% dans les ulcères gastriques. Après, les causes infectieuses représentées par Helicobacter pylori, sachez qu'il y a les causes médicamenteuses.
Je dirais, citerai rapidement les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on appelle AINES, ibuprofène, diclofénac et autres, qui sont gastrotoxiques. Voilà. Et dans ce lot, ajoutons également l'aspirine, utilisée dans la lutte contre la douleur et bien sûr dans la prévention de certaines maladies cardiovasculaires. Docteur, selon des idées reçues, il semblerait que la maladie ulcéreuse ait un lien avec la colopathie. Est-ce vrai? On entend souvent les gens dire, en général, quand tu as les ulcères gastriques, tu fais également la colopathie. Est-ce que c'est vérifié à votre niveau? Actuellement, nous rencontrons des gens qui sont venus pour une maladie ulcéreuse et qui n'ont pas de symptômes de colopathie fonctionnelle et vice-versa. Mais il n'est pas exclu que ces deux pathologies coexistent chez une même personne. C'est possible. Mais ce n'est pas forcément, il n'y a pas un lien, une corrélation entre ces deux pathologies. Pas du tout. Parlant toujours de la maladie, est-ce qu'elle a plusieurs formes ou encore elle est unique dans ses manifestations? La douleur typique, c'est la manifestation capitale. Maintenant, bien sûr, en fonction de l'individu, on peut avoir d'autres types de manifestations. J'ai tantôt parlé d'hématémèse, c'est-à-dire des vomissements sanglants, des vomissements alimentaires, des nausées, une perte de poids. En fonction du stade de la maladie, on peut avoir effectivement des manifestations diverses. Tout à l'heure, vous avez évoqué donc les personnes qui sont les plus touchées et quand vous expliquiez, vous avez dit qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui font la maladie. Est-ce qu'à partir donc des chiffres que vous avez à votre niveau en tant que spécialiste, est-ce qu'on peut dire que cette maladie-là constitue un problème de santé publique au Burkina Faso? Sachez qu'en général, on pense que toute personne a une chance, c'est-à-dire 20% de chance de développer la maladie ulcère gastro-œdémeuse dans sa vie. Voilà, au Burkina Faso, c'est vrai qu'il y a une prédominance des hommes par rapport à la femme. Comme j'ai dit tantôt, ça c'est lié au mode de vie. Voilà, j'ai parlé du tabac, j'ai parlé d'alcool, j'ai parlé d'usage de certains médicaments qui peuvent favoriser la survenue de la maladie ulcéreuse. Voilà. Mais sachez que si on prend 100 personnes, il y a 10 à 20 personnes qui auront la chance malheureusement de développer cette maladie au cours de leur vie. Si on prend la population générale, il faut savoir que sur 100 personnes, 10 à 20 personnes malheureusement développeront la maladie ulcéreuse au cours de leur vie. Donc, ça veut dire que c'est un motif fréquent de consultation dans notre exercice quotidien. Donc, on peut dire que c'est un problème de santé publique, vu le nombre d'individus touchés. Lorsque vous évoquiez les causes de cette maladie, vous avez parlé donc du tabac, vous avez parlé de l'alcool. Qu'en est-il du stress? Selon certaines idées reçues également, on entend des gens dire que le stress y est pour quelque chose. Est-ce que c'est vrai? On peut dire effectivement que le stress y est pour quelque chose à travers l'anxiété, mais sachez que les principales causes de la maladie ulcéreuse, c'est, comme je vous ai dit tantôt, c'est surtout les causes infectieuses représentées par l'Helicobacter pylori, les médicaments avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, le stress, l'alcool, le tabac viennent en troisième position. Et sachez également qu'il y a une maladie qu'on appelle l'ulcère de stress. L'ulcère de stress, c'est des ulcères qui se développent chez des personnes qui ont des pathologies graves, des pathologies invalidantes. Certains même sont admis en réanimation. Et ces personnes, malheureusement, avec la fragilité de la muqueuse gastrique ou duodénale, développent des ulcères qu'on appelle des ulcères de stress. Mais effectivement, le stress est aussi une cause incriminée dans la population générale. Vous avez parlé de l'Helicobacter pylori. Cette bactérie, où est-ce qu'on peut la rencontrer? On peut la rencontrer dans l'air que l'on respire, dans des aliments. À quel niveau on peut les trouver?
C'est surtout dans les aliments. Surtout dans les aliments, l'eau de boisson. Si ces aliments et l'eau de boisson sont souillés par cette bactérie, si vous en consommez, bien sûr que vous serez infecté. Voilà, surtout quand on parle d'aliments, c'est surtout les aliments froids. Voilà, parce que quand l'aliment est chauffé, quand même ça tue un grand nombre de germes. Voilà, par exemple les crudités, les fruits mal lavés, les mets sales, c'est des produits qui peuvent véhiculer ces germes-là et en les consommant, on peut effectivement se retrouver et infecté. Docteur, lorsqu'on souffre donc d'ulcère gastrique ou encore duodénal, quels sont les traitements au niveau du Burkina Faso? Un patient qui se présente à vous, quels sont les traitements donc qui sont disponibles? Il faut savoir qu'on a une gamme élargie de traitements à notre disposition. Tout d'abord, avant de parler de médicaments, il faut agir sur les facteurs favorisants. Par exemple, l'usage de certains produits, comme les anti-inflammatoires qui sont à bannir. Il y a le tabac, il faut lutter contre le tabagisme. L'alcool, c'est également un facteur qu'il faut, voilà, il faut lutter contre ce facteur-là. Mais par rapport au traitement curatif, on a pas mal de molécules, voilà, en fonction du tableau de la maladie, de l'étape de la maladie, on peut utiliser ces drogues-là. D'habitude, nous utilisons ce qu'on appelle des antisécrétoires, comme les inhibiteurs de la pompe à protons, et associés à des antibiotiques quand il s'agit d'un ulcère causé par l'Helicobacter pylori. Donc, on a une gamme très large de produits. Mais, comme je dirais, en fonction de la complication, ce traitement peut varier. Parce que, peut-être qu'on n'en a pas parlé, l'ulcère peut se compliquer. Il y a 4 principales complications qu'on peut retrouver. Il y a tout d'abord les hémorragies. L'ulcère peut saigner, la personne à l'intérieur, il peut saigner à l'intérieur, il peut vomir du sang, il peut faire des selles sanglantes, il peut faire des selles qui sont noires. Donc, ça, c'est une des complications. Il y a ce qu'on appelle la perforation. Vous savez que j'ai dit dans la définition que c'est une plaie qui est profonde, développée au dépend de la muqueuse, de l'estomac ou du duodénum. Cet ulcère peut se perforer et ça devient une urgence. Sinon, la personne va développer ce qu'on appelle une péritonite et c'est une personne à opérer d'urgence en chirurgie. Alors, il y a également une autre complication qu'on appelle la sténose, c'est-à-dire un rétrécissement de l'estomac. Sachez que entre l'estomac et le duodénum, il y a un passage qu'on appelle le pylore. Si l'ulcère est développé à ce niveau, il y a un rétrécissement et qui peut même être très serré, empêchant le passage de la nourriture ingérée de l'estomac vers le duodénum. La personne va développer ce qu'on appelle des vomissements incoercibles, tout ce qu'il prend par la bouche et va rendre parce qu'il n'y a pas un passage pour ces aliments. Après cette complication, il y a le cancer d'estomac. Sachez que tout cancer développé au niveau de l'estomac peut se cancériser. Voilà pourquoi quand nous faisons la fibroscopie digestive haute, si nous tombons sur un ulcère qui est développé au niveau de l'estomac, nous faisons ce qu'on appelle des biopsies. Ces fragments seront examinés en anatomie-pathologie pour nous dire si c'est un ulcère banal ou bien si c'est un ulcère cancérisé. Et également, ces prélèvements qu'on appelle biopsies peuvent aussi révéler la cause en isolant ce qu'on appelle l'Helicobacter pylori. Vous venez d'évoquer donc les traitements qu'il faille envisager, les traitements au niveau des malades, des personnes qui souffrent d'ulcères gastriques ou encore duodénal. Est-ce qu'au niveau du Burkina Faso, tous ces traitements sont disponibles? Je répondrai par oui, parce que la plupart des molécules nécessaires au traitement de l'ulcère gastro-duodénal, on peut les retrouver en pharmacie, en vente en pharmacie. Voilà. Bon, c'est vrai que si c'est des ulcères qui sont provoqués par l'Helicobacter pylori,
Malheureusement, parfois, on tombe sur des résistances par rapport à ces germes-là. Et là, il y a un médicament que nous commandons, qu'on appelle Pilera, mais c'est un peu rare quand même. Sinon, d'habitude, la plupart des produits que nous utilisons, on les retrouve en pharmacie. Et parlant de l'intervention chirurgicale, est-ce que c'est possible au Burkina Faso ou bien il vous arrive des fois donc de procéder à des évacuations? Non, pas du tout. Je pense que c'est des choses que nos chirurgiens maîtrisent maintenant dans notre pays. Voilà. Oui, les chirurgiens peuvent maîtriser et le plateau technique fait défaut. Actuellement, en tout cas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème au niveau public comme au niveau privé. Je pense que la plupart des blocs opératoires sont outillés à faire face à que ce soit une perforation avec péritonite, hémorragie digestive, sténose ou même un cancer d'estomac. Malheureusement, c'est surtout le cancer d'estomac qu'on opère souvent en milieu hospitalier, comme Yalardo, Tenganogo ou Bogodogo. Mais la plupart des autres complications sont gérées même au niveau CMA. Concernant la prise en charge, est-ce que vous rencontrez des difficultés avec les patients? Il faut savoir que la principale difficulté, c'est surtout le coût des médicaments. Il faut savoir que c'est des médicaments qui sont chers et avec une durée de traitement, une longue durée de traitement. Malheureusement, compte tenu du niveau de développement de nos pays, du Burkina Faso en particulier, nous éprouvons souvent des difficultés par rapport au traitement. Les médicaments sont disponibles en pharmacie. Malheureusement, les coûts rendent l'accessibilité limitée. Voilà. Donc c'est ça la principale difficulté. Vous, en tant que spécialiste, lorsque nous, par exemple, nous rencontrons une personne qui souffre donc de cette maladie, quelle peut être la conduite à tenir? Qu'est-ce qu'on doit faire face à une personne donc qui présente ces symptômes-là? À cette personne, c'est de la conseiller de voir un médecin. Voilà, et cette personne peut consulter dans une formation sanitaire. Voilà, et l'agent de santé va lui prodiguer des conseils, lui faire des prescriptions qu'il doit faire dans un premier temps. Maintenant, si les symptômes persistent, malgré cette prise en charge au premier palier, alors l'agent de santé va sûrement conseiller cette personne de voir un spécialiste, un médecin hépatogastro-entérologue, qui va essayer de fouiller un peu plus. Et ces spécialistes-là pourront sûrement faire ce qu'on appelle une fibroscopie digestive haute pour savoir c'est quel genre d'ulcère il s'agit et puis bien sûr apporter la réponse adéquate. On a évoqué les causes de la maladie. Quelles peuvent être les conséquences de cette maladie-là sur la vie d'une personne malade? Il faut savoir que comme toute maladie, l'ulcère gastro-duodénal peut impacter négativement la vie de toute personne. Voilà, ça peut réduire sa qualité de vie. Voilà, par rapport à son travail. Vous voyez, quelqu'un qui souffre ne peut pas être rentable sur son lieu de travail. Et malheureusement, si on ajoute les coûts des médicaments, les coûts des consultations, de la prise en charge, il faut savoir que ce n'est pas négligeable. Sans oublier que malheureusement, il nous arrive malheureusement de tomber sur des cas quand même compliqués. J'ai parlé du cancer d'estomac, qui sont des pathologies invalidantes et qui peuvent impacter négativement la qualité de la vie de la personne durant toute sa vie. Quelles peuvent être les conséquences de cette maladie selon l'âge, selon le sexe? Je veux dire par exemple, lorsqu'on est en face d'une personne, d'une femme enceinte par exemple, quelles peuvent être les conséquences de cette maladie? Une femme enceinte qui souffre d'ulcère gastrique. Il faut savoir que chez la femme enceinte, c'est un sujet qui est complexe. Voilà. Comme toute maladie chez une femme enceinte, il y a des médicaments que vous pouvez utiliser, mais qui sont malheureusement contre-indiqués par rapport à la grossesse. Donc ça rend le travail plus difficile. Voilà. La femme souffre, malheureusement, on ne peut pas lui prescrire des produits adéquats à cause de la grossesse. Voilà, ça c'est vraiment un souci. Voilà.
Bon, si vous prenez la personne âgée, souvent c'est encore grave parce que c'est des gens qui ont également d'autres pathologies, des pathologies cardiovasculaires, des pathologies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète. Alors, si on ajoute encore un ulcère là-dessus, ça lui fait énormément de médicaments à avaler avec un surcoût par rapport à la prise en charge. Et c'est des personnes fragiles, donc il faut savoir que c'est très difficile à faire face. Est-ce qu'il arrive parfois que vous ayez donc parmi vos patients des bébés? En ce qui me concerne, dans mon exercice quotidien, je n'ai pas encore rencontré un bébé souffrant d'ulcère, mais des enfants d'âge scolaire ou d'âge préscolaire ou des adolescents, oui, là j'en ai rencontré. Et la prise en charge, c'est pratiquement la même que chez l'adulte. Sauf que malheureusement, les produits, la présentation pharmaceutique, c'est un peu compliqué. Vous savez que chez l'enfant ou chez des personnes très jeunes, il faut utiliser des produits en sirop. Et la plupart des produits que nous utilisons pour traiter l'ulcère gastro-duodénal, c'est des comprimés, c'est des gélules. Et là, ça rend le travail plus compliqué. Pour faire face donc à la maladie en termes de prévention, est-ce que vous menez des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations? Campagne grand public, non, mais à chacune de nos consultations, si nous tombons sur un cas de pathologie gastro-duodénale, on essaie de sensibiliser cette personne par rapport à l'usage de certains médicaments comme les anti-inflammatoires. Et quant au tabac, quant à l'alcool, qui sont des facteurs favorisants de cette maladie. Mais campagne grand public, c'est difficile. On n'a pas encore. Est-ce que vous avez des conseils à l'endroit des populations, à l'endroit d'abord des personnes qui sont malades et ensuite à l'endroit des personnes qui ne sont pas malades pour le moment? Tout d'abord, c'est de conseiller toute personne qui souffre de maux de ventre. C'est mieux qu'il consulte un médecin, voilà, pour voir cette douleur abdominale. Ça rime à quoi? Alors, si cette pathologie doit être traitée par l'hépatogastro-entérologue, voilà, il sera sûrement pris en charge sur recommandation du médecin généraliste ou bien de l'infirmier qui l'a reçu. Maintenant, ce que je peux dire par rapport au grand public, toute douleur abdominale quand même doit bénéficier d'investigation. Parce qu'il y a des maladies qui peuvent être graves, voire même très graves, et une consultation précoce pourrait aider, favoriser la prise en charge adéquate. Voyez? Parce que parfois nous tombons sur des pathologies qu'on dépiste, malheureusement déjà à des stades très avancés, et la prise en charge pose problème, surtout dans nos pays où le plateau technique, surtout opératoire, pose parfois problème. Donc, l'idéal serait de consulter très tôt, voilà, dès qu'on a un symptôme, de ne pas banaliser certaines douleurs abdominales qui peuvent être révélatrices de pathologies graves, qui peuvent mettre en péril, mettre son pronostic vital en jeu plus tard. Sans plus tarder, nous allons aborder la rubrique de l'émission À la loupe. Et dans la dite rubrique, nous vous proposons un micro-trottoir sur le thème du présent numéro de l'émission Santé pour tous. Ulcère gastrique, déjà entendu parler? Oui. C'est quoi? C'est les brûlures qu'on a au niveau de l'estomac. Vous connaissez des gens qui souffrent d'ulcère gastrique? Moi, par exemple, je souffre de ça. J'en ai ça. Comment ça se manifeste? Bon, ça donne vraiment des maux de ventre terribles. Lorsqu'on consomme des trucs aigres et lorsqu'on consomme des trucs, ça peut être des aliments aigres comme le citron, ça peut être de la boisson gazeuse, ça fait vraiment mal quand ça se déclenche. Bon, c'est des anomalies qui causent vraiment des douleurs au niveau du ventre et qui souvent partent même au-delà de l'estomac, je peux dire comme ça. Ce sont des plaies qui se trouvent au niveau
des intestins. Oui, oui. Même moi, j'en souffre. Des fois, par exemple, si je mange du piment, oui, ça me fait très mal, ça me pique. Bon, je dirais que oui, pour moi, quand on parle de ulcère gastrique, généralement les gens parlent de plaies de ventre. Voilà, c'est à peu près un truc comme ça. J'en souffre personnellement. Ouais. Sinon, moi-même, je souffrais de ça. En tout cas, j'ai des brûlures au niveau de l'estomac ou bien les intestins. Souvent, si tu as faim, tu sens la douleur. Tu manges trop aussi, tu n'es pas tranquille. Et la fibroscopie? C'est l'examen qui permet de voir si on a l'ulcère ou pas. C'est un raccord qu'on met dans la bouche jusqu'au niveau de l'estomac. Et il paraît que ça fait très mal. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une autre technique là, c'est mieux? Si j'ai déjà entendu parler de la fibroscopie, puisqu'on m'a déjà prescrit cet examen, mais franchement, je n'ai pas eu le courage de le faire parce qu'on dit que c'est carrément délicat, parce qu'il faut faire passer le tuyau, donc du coup, je n'ai pas eu le courage. C'est un examen suite à des problèmes gastriques, je peux dire comme ça. Et vous l'avez déjà fait? Oui, je l'ai déjà fait. C'est comment? C'est dur, c'est un examen un peu dur. Ça fait mal? Ça fait pas mal, mais c'est un peu dérangeant. C'est un peu dérangeant. Il faut savoir que cet appareil, c'est ce qu'on appelle l'appareil qui fait la fibroscopie digestive haute ou bien l'endoscopie digestive haute ou la gastroscopie. C'est selon. Voilà. C'est des termes qui diffèrent, mais ça signifie la même chose. Alors, quand on commence à faire l'examen, l'image sort par là. Voilà, le médecin, c'est au niveau de cet écran qu'il va voir les maladies, à savoir les ulcères. Voilà. Et c'est cette sonde. C'est une sonde et au bout, il y a de la lumière, voilà, avec une caméra. Et cette sonde est introduite par la bouche de la personne. On peut faire une anesthésie locale ou bien générale pour rendre l'examen plus supportable. Et c'est cette sonde qui est introduite par la bouche du malade. Et cette sonde va descendre et à travers l'ésophage, arriver au niveau de l'estomac. L'estomac, c'est quoi? C'est le réservoir qui vient immédiatement après l'ésophage. Voilà. L'appareil va arriver à l'estomac, va essayer de regarder un peu partout pour voir s'il y a des plaies. Est-ce qu'il y a des ulcères? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des tumeurs? Et l'appareil va continuer à travers un orifice qu'on appelle pylore et il va explorer ce qu'on appelle le duodénum. Le duodénum, c'est la première portion de l'intestin grêle qui suit immédiatement l'estomac. Il faut savoir que c'est au niveau de cette première portion-là que se situe la plupart des ulcères. Et quand c'est situé là-bas, on dit que c'est des ulcères duodénaux. Et si la plaie est située au niveau de l'estomac, on dit que c'est un ulcère gastrique. Mais on peut avoir aussi des ulcères ésophagiens. Là, la plaie est située au niveau de l'ésophage. L'ésophage, c'est le tuyau qui conduit la nourriture depuis la bouche jusqu'à l'estomac. Donc, cet appareil permet d'explorer depuis la gorge, l'ésophage, l'estomac, jusqu'à l'intestin grêle. Voilà. On peut procéder aussi à ce qu'on appelle des biopsies. Quand on tombe sur des maladies, des choses qui font penser à un cancer, une tumeur, ou bien quelque chose qui intrigue un peu le médecin, il peut procéder à des biopsies en introduisant un appareil par ce trou qui est là. On appelle ça la pince à biopsie. Il va suivre le canal et aller sortir ici. Et en étant dans l'estomac ou le duodénum, on peut prendre des morceaux et ces morceaux seront envoyés pour examen, qu'on appelle examen anatomo-pathologique, qui va dire est-ce que
c'est un ulcère simple? Est-ce que c'est un cancer gastrique? Est-ce qu'il y a des germes qu'on appelle Helicobacter pylori dans cette plaie-là et qui peuvent être responsables de ces ulcères? Donc l'anatomie pathologie va répondre à ces questions et aider le médecin à peaufiner, à améliorer sa prescription. Docteur, vous venez d'expliquer comment s'effectue l'examen en question. Mais on entend aussi, selon des idées reçues, comme quoi c'est un examen qui fait mal, qui est douloureux, je veux dire. Oui, c'est vrai que nous entendons cela, et ce qui n'est pas forcément vrai. C'est un examen qui est désagréable si le malade n'est pas anesthésié, si le malade ne coopère pas. C'est vrai que l'idéal serait qu'on fasse cet examen sous anesthésie générale, c'est-à-dire le malade est endormi, on fait la fibroscopie tranquillement et il se réveille trouver que tout est fini. Il n'a même pas senti quelque chose. Mais vous savez que c'est l'anesthésie générale, ça augmente les coûts. Voilà, ça augmente les coûts et en étant dans un pays où le pouvoir d'achat est quand même pas très élevé, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Sinon, il nous arrive de faire effectivement des fibroscopies digestives sous anesthésie générale à la demande du ou de la malade. Voilà. Mais ce n'est pas un examen qui est douloureux. C'est vraiment désagréable, c'est vrai, quand la personne n'est pas bien anesthésiée. Mais nous, on utilise ce qu'on appelle l'anesthésie locale, la xylocaïne. On peut même faire une injection de Valium, une demi-ampoule, pour aider la personne à supporter l'examen. Voilà. Parce que moi-même qui vous parle, je l'ai fait et je sais de quoi je parle. Si on a des maux de ventre, des douleurs abdominales, il faut le faire? C'est le seul examen capable de poser les diagnostics d'ulcère gastrique ou d'ulcère duodénal avec certitude. Quand on dit j'ai un ulcère, si on fait la fibroscopie, cet examen va permettre de voir la plaie ici. On peut même prendre ça en photo pour le malade quand il va se lever. On peut faire ce qu'on appelle des prélèvements pour envoyer un examen anatomo-pathologique. Donc, le problème, c'est ça. C'est le seul examen capable de poser les diagnostics de certitude de l'ulcère gastro-duodénal. Voilà pourquoi, malgré le fait que ce soit un examen, malheureusement, qui n'a pas une bonne réputation, j'en conviens avec vous, et nous-mêmes, on entend plein de choses pour cet examen, mais il est incontournable à partir d'un certain instant, parce que si vous voulez vraiment prendre correctement en charge votre malade, vous devez savoir exactement votre malade, il souffre de quoi. Et pour poser ce diagnostic de certitude, il faut passer par le bon chemin. Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est de lui conseiller de faire une fibroscopie digestive haute. Ce n'est pas un examen qui dure à peine 5 minutes, 6 minutes. L'examen est terminé, le malade se lève, il peut aller manger, boire, conduire sa voiture ou sa moto, rentrer chez lui. À présent, nous allons passer à la dernière rubrique de notre émission, notamment la rubrique « Bien manger et mieux se porter ». Et ce faisant, nous nous intéresserons à l'alimentation en lien avec l'ulcère gastrique ou duodénal. Le lien entre la nutrition et la santé n'est plus à démontrer. Les risques de développer de nombreuses maladies peuvent être réduits en suivant les recommandations nutritionnelles. De même, quand on est malade, il faut savoir choisir ce qu'on mange, ce qui est capital dans le processus de rétablissement du patient. Cette rubrique permettra de savoir quel régime alimentaire il convient d'adopter pour prévenir la maladie ou les crises liées à la maladie. Docteur, est-ce qu'il existe des aliments qui permettent donc d'éviter la maladie gastrique? Je dirais qu'en termes d'éviter, c'est un peu trop dit. Alors, si vous vous rappelez les principales causes de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, j'ai dit que c'est les causes infectieuses représentées par Helicobacter pylori et les causes médicamenteuses. Alors,
comme j'ai dit, pour prévenir l'ulcère gastro-duodénal, on peut dire que c'est de manger sain. De manger sain, des aliments propres qui ne contiennent pas l'Helicobacter pylori. Voilà. Et comme je dis souvent, c'est surtout les crudités, les maladies, les mets sales, les boissons souillées qui peuvent être porteurs de cette bactérie. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines nourritures, les fruits, les légumes, les feuilles sont bien sûr encouragés. Voilà, il faut éviter certaines nourritures, éviter les excitants, le thé, le café, l'alcool. Je parlerai également du tabac. Même si le tabac n'est pas une nourriture, il faut éviter le tabac parce que c'est un facteur favorisant. Voilà, les épices, je parlerai du piment, voilà, qui ne sont pas les causes de la maladie gastro-duodénale, mais qui peuvent aggraver la douleur. Voyez, et ces maladies, que ce soit les épices, les aliments aigres ou autres, peuvent rentrer dans la plaie et puis accentuer la symptomatologie. Vous avez donc évoqué les aliments qu'il faut peut-être éviter lorsque on est déjà malade ou encore lorsqu'on ne l'est pas. Vous avez évoqué par exemple les excitants, le tabac, le café, le piment et puis les épices, l'alcool également. Mais pour revenir donc au début, vous avez parlé du fait que lorsque l'estomac est creux, on a la douleur. Effectivement, on entend certaines personnes dire que je fais les ulcères gastriques, alors mon estomac, je dois manger. Comment est-ce que la personne qui est malade, qui souffre donc d'ulcères gastriques ou duodénal, doit s'alimenter? La fréquence, je veux dire. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser carrément l'estomac creux. Il faut manger toute la journée. Et là aussi, est-ce qu'on ne risque pas de s'exposer à l'obésité parce que manger tout le temps? Je dirais qu'il faut juste manger équilibré. Il ne faut pas sauter les repas. Il ne faut pas sauter les repas, voilà. Il faut prendre les 3 principaux repas. Voilà, entre les 3 principaux, on peut faire une collation. Bien sûr, en évitant, bien sûr, les aliments qui sont très riches en calories. Voilà, il y a des aliments qui peuvent tamponner l'acidité. Vous pouvez prendre quelque chose qui peut tamponner l'acidité sans pour autant quand même vous apporter des calories qui peuvent vous exposer à un surpoids plus tard. Boire suffisamment beaucoup d'eau, voilà, ça c'est très important. Il faut bien s'hydrater parce que vous avez dit effectivement, c'est quand souvent l'estomac est creux, il n'y a rien dans l'estomac pour tamponner l'acidité qui est sécrétée et une agression directe de la muqueuse de l'estomac ou du duodénum, et c'est ça qui occasionne également les ulcères. Donc on peut prendre des nourritures, et il y en a beaucoup qui ne sont pas trop riches en calories, qui peuvent tamponner l'acidité digestive et vous éviter de développer un ulcère gastrique ou duodénal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au terme du temps qui nous est imparti. Nous disons merci au docteur Rodrigue Salou. Merci docteur pour les informations donc sur les ulcères gastriques ou duodénales. Également, nous disons merci à toute l'équipe de réalisation. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Santé pour tous.